Midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec Baptiste Ménard. Bonjour Baptiste, Bonjour. Merci d'être là, maire adjoint de Mons-en-Barœul. Et vous êtes venu avec des petites gaufres. Absolument, c'est Voilà. Pâques. C'est Pâques. Alors tout est cher à Pâques, hein. Le chocolat, l'agneau. Franchement, faut changer de menu. Hein. Là, on va parler menu. D'ailleurs, on va parler cuisine dans un instant. Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Et vous avez été agriculteur et également vous avez été député. Bonjour. Mathieu Bachalone, communicant, président de M2B Conseil. Bonjour. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour à Valérie. vous. Vous savez que c'est la première fois que je dis non à un commerçant parce que c'est trop cher. Ah oui. Je veux dire, j'ai voulu acheter une épaule d'agneau, pour tout vous dire, 70 €. Ah non, et là, je me suis dit... Ça dépend combien de kilos, Valérie. Mais 2 kilos. Bah oui, 70 € Ah bah non, 2 kilos, 35 € le kilo, l'épaule d'agneau, c'est pas Et possible. le prix des fruits et légumes, C'est le ça, prix de l'agneau vraiment, français. On s'est habitué pendant trop d'années à consommer de l'agneau néo-zélandais qui effectivement arrivait à vil prix sur le marché français. 70 €, 2 kilos d'épaule d'agneau, c'est le prix de l'agneau français. Non, l'épaule d'agneau, elle est plutôt à 22, 23 €. Et puis aujourd'hui, on produit Mais à peine 30%. j'ai entendu un sujet, On effectivement. produit à peine 30% de la production de la consommation de moutons qu'on fait, c'est 70% d'import. Donc aujourd'hui, on maîtrise plus rien au niveau de la production. Du coup, on est dépendant des cours mondiaux. Et il se trouve qu'en ce moment, l'agneau est très cher parce qu'il en manque et puis qu'il s'en consomme beaucoup. Et du coup, les prix sont plus hauts. Et tant mieux pour les producteurs d'agneaux parce qu'ils ont mangé leur pain noir pendant suffisamment d'années pour être contents aujourd'hui que les prix soient enfin dignes de ce nom et leur permettre de vivre de leur métier. Qui peut acheter une épaule bien sûr, d'agneau? c'est beaucoup Parce plus qu'une compliqué, épaule oui. d'agneau de 2 kilos, je vous rappelle, Oui, c'est pas un gigot, on c'est est pas un d'accord. gigot, il y a un os, il y a deux os. Les gigots, c'est plutôt 85 ou 90 € de ce que je sais. Mais qui va acheter ça? Moi, c'est très cher, oui. la poissonnière, je vous raconte ma vie, la poissonnière au marché qui est en face du boucher m'a dit, moi j'ai beaucoup plus de commandes de poissons pour Pâques que je n'en avais avant parce que les gens se rabattent sur le poisson. Pourtant, le poisson, c'est cher aussi. Mais parce que les gens se sont habitués à payer de l'alimentation pas au juste prix. Voilà, c'est ça la vérité des choses. Mais bien sûr que Non, si. on peut pas dire ça. On peut pas dire Désolé, ça. Je vais lancer un on peut débat. dire. Regardez le Si, pouvoir on peut d'achat dire. des Français. Ils vont dans un supermarché, ils peuvent même pas s'acheter Bien parfois sûr. des légumes Mais ou oui. des fruits parce que c'est hors de prix. Ils peuvent même pas s'acheter de la viande. Ils en mangent une fois Aujourd'hui, par semaine. le budget de l'alimentation, c'est 11% du budget des ménages, ça a été 30%. Il y a 10 ou 15 ans, c'était 30% du budget ça des reste ménages. très cher Aujourd'hui, et c'est beaucoup 12%. trop cher, Oui, en c'est fait. très cher, mais sauf que c'est factuel. Aujourd'hui, les ménages arbitrent et vont sur d'autres consommations. Il n'empêche que l'alimentation, le coût de l'alimentation a baissé considérablement depuis des années. Et là, ça remonte parce que enfin, on paye les agriculteurs au juste prix. Voilà. Oui, mais Mais résultat... s'il n'y a plus de consommateurs. Oui, s'il n'y a plus de Bah oui, consommateurs. Parce que là, franchement, 70 €, et les gens ne peuvent pas. Oui, on va en parler. On peut parler aussi de la campagne de pub de McDo. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin dans les journaux, parce qu'il y a un boycott. Hein. On pourrait y revenir suite aux propos complètement idiots de Camélia Jordana qui boycotte le Coca depuis le 7 octobre, qui ne mange plus de McDo et autres. Oui, vous n'avez pas vu passer ça? Non, heureusement, ça m'aura un peu agacé. On va vous retrouver le son. Ça m'a un peu énervé, mais bon, on va revenir sur les attaques contre les prisons. Oui, mais il y a un vrai mouvement de boycott qui s'est mis en place. Une pub de l'agence bio, donc modifiée à la demande du ministère de l'Agriculture, couscous ou cassoulet. Et puis, faut-il rembourser les médicaments en fonction des revenus? Et puis, vous avez des coups de cœur et des coups de gueule qui font l'actualité. Donc, on va commencer. On a tout à fait le temps. Mathieu, c'est un coup de cœur. Qui n'est pas du tout dans l'actualité brûlante, mais je me disais que si, j'avais c'est envie l'actualité, d'apporter un petit peu de légèreté, de poésie dans cette actualité qui est quand même assez sombre. Et je voulais vous parler d'une exposition qui commence aujourd'hui à Paris au musée Mayol dans le 7e arrondissement, qui est l'exposition Robert Doisneau. Robert Doisneau, photographe iconique, tout le monde a en tête au moins un cliché de Doisneau. Alors le plus célèbre, c'est évidemment le baiser de l'hôtel de ville qui a fait le tour du monde. Mais donc cette nouvelle exposition avec des clichés. Donc il y aura les grands classiques, c'est comme toujours, il y aura les grands classiques que tout le monde attend, mais il y aura aussi des clichés beaucoup plus rares qui ont été retrouvés et qui dénotent, je trouve, d'une certaine poésie, une poésie avec une énorme nostalgie qui transparaît dans les clichés de Doisneau. Notamment, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand il photographie la banlieue parisienne d'après-guerre. Exactement. En fait, un monde qui a complètement, ou qui a quasiment complètement disparu.
C'est un monde fait de petits bistrots, de solidarité, solidarité ouvrière. C'était l'époque des ateliers et tout ça. C'était avant la construction des grands ensembles, avant la construction des lotissements, avant la construction des centres commerciaux et des galeries marchandes. Ça me fait penser, je sais pas si vous connaissez le film d'Henri Verneuil qui s'appelle Mélodie en sous-sol. Et au début, Jean Gabin, qui habite à Sarcelles et sort de prison, il avait acheté sa petite maison à Sarcelles, qui était ce qu'il voulait être, comme il dit, à la campagne tranquille. Et il sort de là, et donc on est en 1962, je crois, mais il faudra vérifier. Et il se retrouve au milieu des grands ensembles, le grand ensemble de Sarcelles qui a été construit. Et il retrouve plus du tout. Alors les noms de rues ont changé en plus. Il devait habiter chemin de l'Oseille, chemin du Cresson. Après il se retrouve rue Claude Debussy, ou je sais pas. Enfin c'est quelque chose comme ça. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement il y a un côté chez Doisneau, une nostalgie d'un monde qui a disparu, avec quand même la capacité de trouver de la beauté partout. Ouais. Parce que ce qu'il photographiait, on va pas idéaliser non plus ce qu'était la banlieue d'après-guerre, hein, avec beaucoup de logements insalubres, avec des bidonvilles, avec des usines et des gens qui étaient là avec le cassé par un travail à l'usine qui était très lourd. Mais Doisneau arrivait tout de même à trouver une beauté et une poésie là-dedans. Donc pour un respirer au moment du week-end de Pâques, c'est ouvert pendant tout le week-end. Celles et ceux qui sont à Paris, je conseille d'aller voir cette exposition qui apportera une petite bouffée de nostalgie et de poésie dans ce monde qui en a tellement besoin. On va marquer une pause et effectivement, et moi j'adore le musée Mayol, je trouve que c'est un des plus jolis musées de Paris. Ouais. L'expo commence aujourd'hui, donc si vous avez la chance de venir à Paris, et je crois que je lisais un article où ils expliquaient qu'il y avait beaucoup plus de photos même que par catégorie. Exactement. 70 photos ou 80 en tout, photos. Il y en a 350, ouais, c'est ça, magnifique. Il faut y aller et redécouvrir ou découvrir Robert Doisneau. On se retrouve dans un instant, on va également parler de Donald Trump et d'Harvard. Ah oui, il est génial, Donald Trump. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, avec Baptiste Ménard, maire adjoint de Mont-Saint-Barreul, membre du bureau national du PS. Un survivant. Voilà, bon courage à lui. Bon courage à vous. Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur, ancien député. Je suis membre du bureau exécutif de Renaissance aussi. Donc bon courage à vous. Vous avez une nouvelle mission. Oui, je suis président de la commission des affaires économiques de Renaissance. Wow. Ah, bravo. Vous allez trouver le pognon alors. Vous allez chercher, creuser. On va chercher tout du moins. Je ne sais pas si on va le trouver, mais on va surtout essayer de réinstaller des entreprises dans notre pays si les écolos nous laissent faire. Ça c'est petit. Allez, c'est fait. Mathieu Bachelon, communicant, président de M2B Conseil, et Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Alors on va parler des attaques contre les prisons. Bruno Retailleau évoque ce matin une nouvelle fois la piste des narco-racailles. Beaucoup de sujets avec vous, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, en particulier sur le remboursement des médicaments. Et puis avec vous, Jean-Baptiste, une pub de l'agence Bio qui a beaucoup fait réagir. Kevin, vous vouliez nous parler de votre idole, Donald Trump. Mon idole, n'exagérons pas. Mais je le trouve très drôle. Non, mais j'ai un coup de cœur pour Donald Trump qui a annoncé geler les subventions que l'on donne à l'université d'Harvard d'un 2,2 milliards, ce qui représente 11% de son budget. Et il pourrait même ôter les exemptions fiscales dont bénéficie cette université. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette université refuse d'adopter des mesures luttant contre le wokisme et luttant contre l'antisémitisme, et Donald Trump accuse cette université de recruter des gauchistes radicaux, des idiots et des cervelles de moineaux. Il est vrai que depuis le 7 octobre, l'antisémitisme se prospère énormément sur les campus américains et notamment à Harvard, avec des juifs harcelés, des juifs qui sont intimidés, des juifs qui parfois ne peuvent pas entrer dans certains amphis, avec un appel finalement à la violence, à l'holocauste des Juifs, à en finir avec l'État d'Israël, avec des appels à l'intifada et un soutien de certains étudiants et certains professeurs au terrorisme du Hamas. Et souvenez-vous, l'ancienne présidente d'Harvard avait dit qu'on pouvait appeler à l'holocauste sur le campus parce qu'il fallait contextualiser en effet la chose. En tout cas, la lutte contre l'antisémitisme qu'est en train de mener Donald Trump sur les campus américains, c'est plutôt très bien. La lutte contre le wokisme également, puisqu'il y a beaucoup de chercheurs qui ne sont pas dans la
la vérité, mais qui fabriquent finalement des outils au service d'une idéologie qui voudrait tout effacer. Et vous avez vu ce qu'est en train de faire Donald Trump vis-à-vis des étudiants pro-palestiniens qui foutent le souk, notamment dans les universités, comme c'est le cas à Columbia. Il est en train de les arrêter, voire même de vouloir les expulser, comme c'est le cas par exemple de Mahmoud Kahil à Columbia. Et je trouve qu'on devrait s'en inspirer en France, parce que tous ces petits militants pro-Hamas, pro-palestiniens qui utilisent la cause palestinienne pour cracher leur antisémitisme n'ont rien à faire dans des grandes écoles comme à Sciences Po ou dans certaines universités. Donc on les vire de ces écoles. Si jamais tu propages l'antisémitisme, tu dégages. Si jamais tu soutiens le Hamas, tu dégages. Et enfin, les valeurs qui sont inhérentes à l'université seront sauvées. Donc vive Donald Trump. Les Américains ont voté pour lui. Ils attendent un véritable changement. Si tous les politiques français finalement appliquaient tout ce qu'ils avaient promis pendant leur campagne, on n'en serait sans doute pas là dans la crise démocratique qui nous habite en France. Donc moi j'aime beaucoup Donald Trump, je le dis, et si on me traite de facho, je n'en ai rien à faire. Non, mais qu'on lutte contre l'antisémitisme évidemment, et qu'on condamne tous les propos pro-Hamas dans les universités évidemment, et à Sciences Po ce qui se passe est inadmissible. Ce qui s'est passé à l'université de Lyon avec le prof qui avait été chassé aussi était tout simplement inadmissible. Après il faut faire attention quand même que ça tourne pas au macartisme, enfin je veux dire, et à la chasse aux sorcières. Il faut que ce soit vraiment établi sur des faits d'antisémitisme, et parce que Donald Trump, je sais que vous l'aimez beaucoup, mais parfois c'est pas très rationnel ce qu'il raconte. Donc voilà, il faut pas que la chasse au wokisme et à l'antisémitisme tourne au macartisme. C'est pas ça, c'est qu'il y aura des conséquences sur des programmes de recherche. C'est ce qu'il faut voir. Il y a déjà des conséquences sur des programmes de recherche. C'est un peu. Et même dans des domaines scientifiques. Moi, j'ai un ami qui enseigne à l'université de New York en physique nucléaire. Il me disait qu'il y a déjà des coupes budgétaires là-dedans. Alors évidemment, on peut regretter cela, mais ça n'enlève rien à ce que j'ai dit. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, genre la loi, pour rebondir sur ce que disait Kevin, moi je suis pas du tout un fan de Donald Trump, ça ne surprendra à personne, et je pense qu'il faut faire attention de ne pas passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que on trouve à juste titre qu'il y a des dérives inacceptables dans les militants pro-palestiniens, qu'il y a des dérives inacceptables dans ce qu'on va appeler le wokisme, qui est un terme assez générique, mais bon, utilisons-le parce qu'on n'a pas le temps de développer, qu'il faut basculer non plus dans la radicalité trumpienne. Parce que quand Kevin parlait de chercheurs qui créent une nouvelle vérité, on sait que dans les partisans de Trump, il y a aussi ce côté post-vérité qui existe. Quand on voit Monsieur Vance qui sort de sa dernière déclaration sur la Grande-Bretagne qui serait le premier pays islamiste à disposer de l'arme nucléaire, on est aussi sur une dérive. Et voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse essayer, en citant quelqu'un que Baptiste connaît bien, que nous apprécions tous les deux, qui est Bernard Cazeneuve, qui dit toujours assez régulièrement, notamment dans une très bonne interview chez nos amis Hémicycle, de notre ami Éric Revel, notre ami Gilbert Azoulay, qui sont des habitués de ce micro, Bernard Cazeneuve qui dit qu'il faut réamener un petit peu de modération, de mesure et de raison dans le débat politique, que ce soit aux États-Unis ou ici. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. Je veux pas le robinet d'eau tiède. Voilà. Je suis pas là pour prôner le en même temps. Je laisse ça à mon camarade de côté. Mais ça a été caricaturé. C'est pas tout à fait ça. Mais pour le coup, je pense qu'il faut pas tomber d'un excès à l'autre. Il faut faire attention de ne pas choisir une radicalité pour une autre. C'est pas une radicalité, c'est ce que fait exactement Donald Trump quand il s'en prend aux gens qui propagent l'antisémitisme, quand il s'en prend aux gens qui font l'apologie du terrorisme. Ce n'est pas quelqu'un qui censure, c'est quelqu'un qui veut censurer justement les censeurs. Donc, et en plus, je suis désolé, moi le peuple est souverain. J'ai regardé les élections aux États-Unis, le peuple a voté pour ça. Il en a marre en effet du wokisme, donc il est normal que le peuple souverain finalement soit entendu et qu'on lutte contre les dérives de certains universitaires. À Harvard, quand vous n'êtes pas un pro-woke, vous êtes viré. C'est quand même ça la réalité. Et regardez ces pauvres étudiants juifs qui ne pouvaient plus entrer dans les amphis. C'est une honte. Mais c'est pas une radicalité, c'est juste rétablir la justesse. Mais il ne faut pas que ça vire comme la chasse aux communistes où on accuse de communistes tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais je ne pense pas qu'on soit là-dedans du tout. Pour établir la justesse, il y a aussi peut-être ce qui s'appelle la justice. Oui, donc moi c'est là-dessus, sur la condamnation des violences et des actes antisémites qui se sont multipliés, y compris effectivement de façon assez inquiétante dans un certain nombre de pôles universitaires
pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, doivent être condamnés. Mais moi, je considère qu'il y a aussi une justice qui doit pouvoir faire son travail et que là, bon, avec Donald Trump, c'est toujours ça, hein, c'est 100% noir ou 100% blanc. Et effectivement, je pense qu'il ne mesure pas l'impact concret que ça peut avoir, notamment sur la recherche. Et il y a un certain nombre de profs dont je ne sais pas s'ils sont wokistes ou pas wokistes, mais dans tous les cas, un certain nombre de scientifiques qui disent qu'ils ne vont pas pouvoir aboutir dans leurs travaux parce que, à cause des coupes budgétaires. Donc, il faut faire attention à ne pas... Oui, mais non, c'est la conséquence. Oui, mais c'est un rapport avec la justice, en fait. Oui, mais c'est la conséquence d'un acte politique que fait Donald Trump. Donc moi, je dis juste, voilà, il ne doit y avoir aucune comment dirais-je, souplesse dans la condamnation qui doit être faite des actes antisémites, mais on ne peut pas en profiter pour sabrer la recherche. Et dernier élément, Donald Trump et ses amis ne sont pas les derniers, effectivement, dans les réalités alternatives, etc. Donc là aussi, faisons attention. Mais là, pour aller dans le sens de Kevin, même si moi aussi je mets des bémols, on peut voir qu'à l'université de Columbia a créé un service de sécurité renforcé habilité à procéder à des arrestations sur son campus. Donc il y a des conséquences pour le coup physiques et également à New York, il y a une autre université qui a entrepris la refonte de son programme sur le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et l'Afrique pour éviter de nouvelles coupes budgétaires. Oui, bien sûr. Et j'aimerais répondre, par exemple, sur l'expulsion de Mahmoud Khalil, ce militant pro-palestinien sur le campus de Columbia, c'était validé par la justice. Oui, non mais... Donc voilà, non mais la justice suit son cours et Donald Trump n'est pas au-dessus, en effet, de la justice. Et concernant les coupes budgétaires, c'est aussi le droit du peuple américain de ne pas vouloir financer des recherches qui sont woke, qui vont contre leurs intérêts, puis peut-être qu'on dépense un peu trop dans la recherche. C'est un choix démocratique. Et apparemment, les Américains ont voté pour Trump aussi pour qu'on fasse certaines économies. On ne peut pas se permettre aujourd'hui le luxe, justement, de ne pas mettre les moyens dans la recherche. Moi, je défends le vote démocratique, le peuple américain, la souveraineté populaire, où là, vous êtes dans l'idéologie en train de défendre la recherche absolue, même si je suis très attaché à la recherche, mais il n'y a plus d'argent, donc on fait des économies, c'est tout. Non, enfin, là, c'est pas Donald Trump n'est pas idéologue, Kevin. Mais bien sûr que si. Voilà. Mais on est tous des idéologues. D'une certaine façon. Vous ne vous reconnaissez plus tellement dans le Parti Socialiste, à votre avis? On a tous des idées. Parce que M. Faure est sans doute un idéologue. Ça, c'est un autre débat. Bah oui, mais on peut parler d'Olivier Faure après avoir parlé de Donald Trump sans transition. Allez, on va marquer une pause et on revient. On va parler cassoulet et couscous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, nous avons déjà commencé le débat, mais j'ai interrompu la polémique pour que nous puissions en profiter à l'antenne. Jean-Baptiste Moreau, c'est un coup de gueule. Ouais, un coup de gueule contre le ministère de l'Agriculture, une fois n'est pas coutume. Donc, c'est pour recontextualiser tout ça, c'est une publicité de l'agence bio, qui est l'agence de promotion des produits issus de l'agriculture biologique, c'est une pub dont on n'aurait pas parlé sans ça, et à la limite, si je reconnais un mérite au ministère de l'Agriculture, c'est grâce à ça on parle de cette pub. Il y a une déconsommation, une diminution de la consommation des produits issus de l'agriculture biologique depuis le pic inflationniste, parce que les produits bio ont aussi augmenté en proportion des produits conventionnels, et donc la quantité de produits bio achetés a considérablement décru, alors qu'on a de plus en plus d'agriculteurs biologiques, donc on a un problème, parce qu'aujourd'hui les produits bio finalement sont payés moins cher aux producteurs que les produits conventionnels, alors qu'ils coûtent beaucoup plus cher à produire, parce que c'est ça la vérité. S'ils sont plus chers, c'est parce qu'ils coûtent plus cher à produire, parce qu'il y a moins de rendement. Enfin bon, je vais pas revenir là-dessus, on est loin de la publicité. Donc la publicité, à la base, elle était faite effectivement autour d'une famille qui dégustait des produits bio, et le plat qui avait été choisi était un couscous. Et le ministère de l'Agriculture est intervenu pour expliquer que, avant la sortie de cette publicité, quand il a vu la pub, il a demandé à ce que le couscous soit remplacé par du cassoulet. Donc moi, je suis un universaliste républicain total. J'exècre toute forme de communautarisme, quelle qu'elle soit. Je le dis en préambule, histoire de pas me faire attaquer là-dessus. Mais
Enfin, il faut mener les combats là où ils ont lieu d'être menés, mais il faut arrêter de mener les combats où ils n'ont pas lieu d'être menés. Dans un certain nombre de sondages, le couscous est le plat préféré des Français. Moi, j'adore le couscous, j'adore le cassoulet. Oui, mais je préfère le bœuf bourguignon au couscous et au cassoulet, les deux d'ailleurs. Mais je préfère un couscous avec des produits français issus de l'agriculture, bio ou pas d'ailleurs, française, que une barquette surgelée à mettre dans le micro-ondes avec du bœuf avec. Mais c'est pas la question. Oui, mais si, c'est la question. Avec du bœuf bourguignon issu d'Amérique du Sud. Donc là-dessus, mais couscous. Non, mais si le sujet, c'est que il faut pas voir du wokisme ou autre chose et de façon irrationnelle là où il n'y a pas lieu d'être. Aujourd'hui, le couscous est un des plats préférés des Français et ça ne me choque pas du tout qu'une pub pour les produits issus d'agriculture biologique. Vous avez une grande diversité en plus de produits différents dans le couscous plus que dans le cassoulet à la limite issus de l'agriculture française et ça ne me choque pas. La gastronomie française, elle s'est faite d'enrichissement d'enrichissement par des gastronomies différentes. La gastronomie asiatique, indienne, nord-africaine, effectivement, ont eu des influences sur la gastronomie française. Et pour moi, le couscous, alors là, je vais me faire hurler dessus, je sais, mais fait partie de la gastronomie française aujourd'hui. Et c'est un plat qu'on peut mettre en avant avec des produits français sans aucun problème. Et arrêtons on parlait d'arrêter la radicalité, mais on est en plein dedans là. Enfin, je veux dire, soyons un peu raisonnables, soyons un peu modérés. Mais puisque vous mettez, par le cassoulet. Mais c'est plus dans la logique des choses. C'est pour faire la promotion des produits bio, donc principalement des légumes. Donc je pourrais pu vous proposer le pot-au-feu qui contient 1000 fois plus de légumes que le couscous ou 1000 fois plus de légumes que le bœuf bourguignon. Pas forcément. Vous avez du chou. Il y a une grande diversité aussi. Vous avez quoi sur dans le certaines couscous? recettes, il y a peu. Non, vous plaisantez ou quoi? Vous vous rendez compte que là, on a discuté en France en 2025 si le couscous est français ou pas. Non, c'est pas une question de français ou pas. Là, je vous parle cuisine. Je vous parle cuisine. Dans le pot-au-feu. Non, mais vous voulez mettre en avant. Que le ministère de l'Agriculture soit obligé de intervienne en se disant attention, ça va choquer les gens. C'est ça, c'est débile. C'est débile. Oh là 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 là. Alors non mais déjà cette polémique, je veux dire très clairement, je vais parler vrai, je m'en cogne complètement. Alors peut-être que Madame Geneva a jugé qu'en effet le cassoulet faisait plus davantage référence dans l'imaginaire national à nos terroirs que le couscous. Ça n'enlève rien que le couscous, c'est quelque chose de très bon. Mais ce que je trouve très grave, c'est la récupération politique de ce genre de choses dont on se fout complètement. Vous avez une partie de la gauche et l'extrême gauche qui prennent ça pour nous raconter que l'État serait raciste, pour nous raconter que l'État serait islamophobe, qui associe le couscous à une origine ethnique, qui associe le couscous à quelque chose. La vérité, c'est qu'on n'en a rien à faire et que Madame Geneva a préféré mettre du cassoulet, c'est son droit. Et je vois même pas pourquoi il y a de la polémique, à part de la petite polémique politicienne. Moi, j'aime beaucoup Annie Geneva. Je trouve que c'est une très bonne ministre de l'Agriculture. Et je trouve qu'on lui cherche des poux. Là, on n'a pas à lui en chercher. Et c'est justement tout ça qui affaisse le débat public parce que les Français n'en ont rien à faire. Pour revenir sur le sujet du début de l'émission, vous êtes d'accord? Quand les Français n'arrivent pas à acheter de l'agneau parce que c'est trop cher ou à acheter des fruits et des légumes parce que c'est trop cher, c'est là le véritable combat. Après couscous, cassoulet, ils s'en fichent complètement. C'est ce que je dis, n'avait pas intervenir dans cette pub, ça n'avait absolument pas lieu d'être. Je suis d'accord complètement. Si je puis me permettre, effectivement, le débat, enfin en tout cas le sujet qui me semble important, moi, c'est comment nous faisons en sorte que tous les Français, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, puissent justement avoir le droit à du bon, puissent avoir accès à des produits issus de l'agriculture biologique. Ou et pas, dans quel produits locaux français. Non, mais parce que là, le sujet, c'était au sujet d'une pub sur l'agriculture biologique. Donc, moi, c'est ça le sujet. Moi, je vais vous dire, je trouve que on alimente des débats qui font que les gens ne s'intéressent absolument plus à la politique. Évidemment. Parce que franchement, quand vous avez un débat sur de cette médiocrité, de cette pauvreté intellectuelle, alors que les gens, le 10 du mois, se demandent s'ils doivent arbitrer entre payer le chauffage, nourrir les enfants, ou comment les habiller, ou peut-être leur payer un tout petit peu de loisirs ou de culture, comme par exemple une exposition, c'est ça le sujet. Mais c'est exactement donc moi, je vais vous dire, j'en ai ras-le-bol de ces sujets-là. Il y en a ras-le-bol. Le sujet, c'est qu'est-ce que veut faire le gouvernement pour permettre à chacun d'avoir accès à une alimentation saine
Et qu'est-ce que fait le ministère de l'Agriculture pour que les agriculteurs aient un revenu digne? C'est ça son boulot, c'est pas d'arbitrer entre le couscous et le cassoulet. C'est bien ce que je dis. Deux choses rapidement. Premièrement, à mon avis, on est sous la dictate. Et ça, je l'ai vu moi quand j'étais en cabinet ministériel, mais c'était avant et ça s'est pas amélioré. Dictate de communicants qui en fait agissent auprès de leur ministre un petit peu. Là, j'ai pas la preuve, mais j'imagine. Je vois très bien comme des apprentis sorciers en ayant une vision totalement segmentée, marketée de la société française. En fait, on s'éloigne totalement de l'universalisme que prône Jean-Baptiste a raison, en disant attention, si on met du couscous, ça va gêner telle catégorie, et si on met le cassoulet, donc voilà, arrêtons ce genre de truc, et arrêtons de penser la société française. Enfin, vous qui êtes communicant, il y a bien une réflexion qui est faite. Mais une réflexion qui est très néfaste à mon avis, de se dire si on met ça, attention. Alors je pense que les Français n'ont rien à foutre en plus. En vrai, les vrais sujets sont pas là. Mais on va se dire parce que tel débile sur un réseau social, dans un camp comme dans un autre, va mettre. On se dit attention, si on met ça, on va se mettre à dos telle communauté, on va se mettre à dos tel truc. C'est mortifère. Deuxième chose, en fait, la réalité, c'est surtout que moi je pense qu'on pourrait peut-être un jour s'interroger sur le bien fondé de ces campagnes qui, comme aurait dit quelqu'un qu'on connaît, coûte un pognon de dingue. Et alors, si c'est pour, comme après le Covid, nous avoir fait des spots, alors coûter très cher pour nous expliquer comment il fallait se laver les mains. Là, si c'est pour dire que le bio est bon et qu'il faut mastiquer pour bien digérer. Mais les communicants ont bien réussi leur coup parce que grâce à ça, on en parle. Sinon, on n'en aurait même pas parlé de cette campagne. Vous pensez vraiment que ça va avoir un impact, que les gens vont se dire tiens, je vais aller acheter du bio? Évidemment que non. Alors dégoûter les gens de la politique, comme vous l'avez très bien dit. C'est exactement le sens de mon coup de gueule, c'est que la ministre de l'Agriculture a bien d'autres choses à s'occuper que ça. Et franchement, voilà. Mais elle n'est pas responsable, elle. Elle a juste dit qu'il fallait remplacer le couscous par du cassoulet, c'est tout. Moi, j'aurais toujours fait la même chose parce que j'estime que le cassoulet, c'est davantage, on fait référence davantage à nos terroirs, mais j'ai rien contre le couscous. Mais c'est pas d'un niveau du ministre de l'Agriculture, je suis désolé, c'est pas son problème. La polémique est surtout encore moins, ce n'est pas le niveau non plus en fait. Mais pas le niveau, vous avez aussi l'échange ce matin, l'échange qu'il y a eu ce matin entre Bruno Retailleau et... C'est pas au niveau non plus. Non, c'est pas au niveau. Et Laurent Wauquiez, vous avez Bruno Retailleau qui était l'invité. Je crois que c'était de nos confrères de... Non, c'est Laurent Wauquiez qui était invité de BFM. Retailleau était aussi invité d'RTL, et donc il a déclaré vive Saint-Pierre et Miquelon, en parlant de évidemment c'était ironique, et Laurent Wauquiez lui a répondu sur X, et que vive la France débarrassée des criminels et délinquants au QTF. Franchement, mais c'est le degré, franchement, c'est le degré zéro de la politique. Je suis d'accord. Mais vraiment, c'est le degré zéro, et je crois qu'on atteint même le négatif. En dessous, oui. Est-ce qu'on peut à un moment donné, s'intéresser aux préoccupations des Français, à leurs difficultés, dans le contexte économique, social, même démocratique qu'on connaît. Mais franchement, c'est vraiment lamentable. Alors pour le coup, pour rebondir à ce que tu viens de dire, Monsieur Retailleau, quand même, qui est un excellent ministre, s'occupe quand même du quotidien des Français, en mettant en avant l'insécurité, en mettant en avant le trafic de drogue, en essayant de trouver des propositions pour lutter contre. Il permet aussi de casser toute cette logorée gauchisante qui envahit le débat démocratique. Quand il questionne l'état de droit, quand il dit que l'immigration n'est pas forcément une chance, la vérité, c'est que Bruno Retailleau est aujourd'hui l'un des ministres les plus populaires, tout simplement parce qu'il parle vrai, tout simplement parce qu'il est fier d'être droite, et parce qu'il est extrêmement sincère, et dans un paysage où la communication est toujours présente, lui il est totalement il représente les territoires français, et je trouve que Monsieur Retailleau est un excellent ministre. Alors je ne sais pas ce que donnera cette campagne en interne des Républicains, parce que Laurent Wauquiez est également quelqu'un de qualité, mais on ne peut pas dire que Monsieur Retailleau en effet ne s'occupe pas de la vie quotidienne des Français, et les Français, même pas forcément à droite, reconnaissent notamment son génie quand il s'exprime, et reconnaissent sa compétence à la tête du ministère. Je tiens juste à saluer Saint-Pierre-et-Miquelon, la communauté de Saint-Pierre-et-Miquelon, parce qu'ils ont fait des pubs avec qui sont excessivement drôles et qui sont au second degré très drôles. Certainement, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau parlent de sujets qui intéressent les Français et qui préoccupent les Français, à savoir l'insécurité, le narcotrafic et tout ça. Mais on n'est pas obligé pour ça de proposer des solutions qui sont totalement farfelues. Juste une chose quand même rapidement, il y a eu un sondage qui a été réalisé notamment sur cela. 65% des Français, je crois qu'il faut vérifier exactement, mais une majorité de Français est favorable à la proposition de M. Wauquiez. C'est peut-être sale, c'est peut-être du populisme, mais en tout cas, c'est la ligne des Français. Est-ce qu'on peut respecter les populations ultramarines aussi, enfin franchement, sur la question des sondages, je vais faire l'archéologie politique, mais dans ce cas-là, je ressors Mitterrand, la peine de mort, et le fait que les Français étaient pour. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant, et on va parler d'un autre sujet, où trouver de l'argent, et peut-être vers les médicaments. Allez, à tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est André Berkoff. Alors, on a eu un débat, je vais le mettre sur le tapis. Paris est dégueulasse. Paris est sale. Paris, moi, je voyage pas mal. Je peux vous dire, j'étais en Espagne. Je suis allée à Malaga. La ville, il n'y a pas un papier par terre. Il n'y a pas une canette par terre. Les gens sont sales à Paris. Non, pas que, la saleté, un carreau cassé, un carreau remplacé. La politique de New York, c'est ce qui a fonctionné. La municipalité n'a pas tous les défauts non plus. Vider les poubelles, ce serait déjà bien. Vous avez, mais c'est terrifiant. Vous savez que les poubelles, c'est une compétence des maires d'arrondissement. Donc il n'y a pas les mêmes, il n'y a pas, je sais pas de quel arrondissement. Non mais depuis tout à l'heure, vous me dites c'est pas de la faute de la mairie. Les pelouses pelées, pelouses pelées, c'est dégueulasse. Je voyais des touristes. J'ai remonté tous les quais moi à pied parce que je prends plus ma voiture. Tous les quais, c'est dégueulasse. Les pieds d'arbres sont dégueulasses. La place de la Concorde, il y avait une baguette, une canette par terre. Les arbres qui ont été plantés. Non, c'est vraiment dégueulasse en fait. Valérie a raison là-dessus. Et c'est moche, et devenu moche. La rue de Rivoli. Tout est moche dans cette ville. La rue de Rivoli. Mais la rue de Rivoli, c'est pas, pour le coup, s'il y a des commerces qui ferment, et ça, c'est un peu une problématique dans pas mal de centres-villes en France, il n'y a pas qu'à Paris, c'est pas qu'une problématique de la mairie. Les gens sont crânes, il y a aussi une problématique de la mairie. Il y a des loyers qui sont très chers, des beaux commerciaux qui sont très chers. Il y a des espèces de trous d'obus dans les trottoirs, j'ai failli me péter une cheville l'autre jour. Je ne vais plus dans Paris, je ne vais plus chez les commerçants parisiens. Je veux dire, je fais un exemple parmi tant d'autres, je ne vais plus dans Paris. Il y a un vrai problème des commerçants parisiens qui sont en train de fermer les portes. Regardez la rue de Rivoli. Il y avait un tweet de rue d'Aligre dans le 12e, à côté de la rue d'Aligre. Très bien, j'ai habité là-bas. Oui, les enfants ont attendu 40 minutes le car parce qu'il était bloqué. Il était complètement bloqué dans une petite rue puisqu'il y a eu un nouveau plan de circulation. Ça peut arriver. Moi, j'ai grandi à Paris. Mais tout peut arriver. Mais vous travaillez pour la mairie de Paris ou quoi ? Non, mais quand j'étais gamin et que j'habitais à Paris, c'était pas cette même majorité-là. Ça arrivait aussi qu'il y ait des bouchons. J'ai eu une discussion. Je ne parle pas d'un bouchon, je vous parle de plan de circulation aujourd'hui incohérent. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui est Véronique Langlais, qui est patronne des bouchers de Paris. C'est une catastrophe. Les fermetures de boucheries sur Paris, c'est une catastrophe. Ils ont perdu du chiffre d'affaires de façon monumentale. Plus personne ne va faire ses courses à Paris. Non, mais bon, et avec la dette, en plus, vous avez vu l'augmentation de la dette. On dépense de plus en plus d'argent à Paris, c'est de plus en plus moche, c'est de plus en plus sale, on peut plus circuler, les gens n'ont plus envie de vivre dans cette ville et les touristes arrivent, ils sont traumatisés. Donc voilà le résultat, le bilan de Madame Hidalgo. Tout est moche. Tout est moche. Au JO, nous avons tous dit combien nous étions fiers de la ville parce de qu'on a mis les moyens. Regardez, sinon il n'y aurait pas autant de millions de touristes qui viennent chaque année à Paris. On est une des destinations les plus touristiques au monde. Il y a quand même j'invite tout le monde à aller se balader dans Paris. Vous avez vu les vidéos des Chinois ? Non mais il y a d'accord, on peut toujours prendre dans chaque ville, on peut toujours prendre. Regardez l'état dans lequel ils repartent. Oui, absolument. Mais je vous assure, moi j'ai honte. J'ai honte quand ils prennent les transports en commun, j'ai honte quand ils prennent le RERB, j'ai honte quand ils voient les mochetés qu'il y a partout, les poubelles partout. Mais c'est ça, Paris, c'est ça la ville de l'amour. C'est juste la ville de la médiocrité, c'est un cafarnaum à ciel ouvert. C'est Madame Pécresse. C'est jamais de la mairie de Paris. Faut lui en parler. Non, pour le coup, c'est objectif. C'est pas la mairie de Paris. Faut arrêter de délire des maires de Paris, ça va rien. C'est horrible. Alors, ils ont retiré les palmiers, je vous l'accorde, mais alors ils ont mis des arbres. Ils ont mis des arbres qui sont en train de crever dans des bacs. Et ce qu'a vécu la maire du 5e arrondissement, place du Panthéon, qui est devenue moche, comme dirait Kevin. Ils ont planté des liquides en barre qui sont des arbres qui ont besoin d'espace, de se développer. Ils sont morts. Ça a coûté je ne sais combien de milliers d'euros pour ça. Bon, bref, tout ça pour dire que vous ne me ferez pas changer d'avis. Je suis très triste de voir l'état de Paris. La place, la rue Royale, qui a été en travaux pendant 1 an ou 2, éventrée complètement. On a remis les pavés. Je passe hier rue Royale. Qu'est-ce que je vois ? Il y a de nouveau des travaux. Et donc, c'est quoi la cohérence de tout ça ? C'était le coup de gueule de Valérie Expert. Maire de Paris, jamais. Baptiste. Alors moi, je succède à ton coup de gueule. Un coup de gueule sur la proposition, puisque je disais tout à l'heure qu'on est dans le concours Lépine des idées nazes. Nous avons eu donc une proposition de la Cour des comptes de moduler les remboursements de soins et de médicaments en fonction des revenus. Donc, en cette année anniversaire, puisqu'on célèbre les 80 ans de la sécurité sociale, qui sont le fruit aussi d'un consensus politique. Le CNR sous l'impulsion d'hommes et de femmes de gauche, mais enfin qui avait été partagé par toutes et tous, avec le principe de l'égalité de droit, de la protection de tous, sans distinction de revenus, justement. Et donc là, cette proposition, c'est une remise en
cause frontale et inacceptable du principe d'universalité. Et donc là, on ouvrirait, si elle devait se concrétiser, eh bien on ouvrirait en fait la création d'un système de santé à 2 vitesses et vers une santé qui serait en réalité payante et donc inégalitaire et qui amènerait des Français qui sont les plus en difficulté à renoncer à des soins, ce qui est déjà d'ailleurs le cas dans un certain nombre de domaines. Donc moi je souhaitais faire ce coup de gueule pour dire que ce n'est pas parce que nous vivons une situation économique et financière difficile qu'il faut se laisser aller à mettre à mal les principes de notre République, de la République sociale. Je vois que Kevin est d'accord avec moi, donc j'en suis ravi. Non mais en t'écoutant, je redeviens socialiste. C'est très bien. Donc comme disait Jean Jaurès, je rallume tous les soleils. Et donc j'en suis ravi. Donc voilà. Donc moi je voulais dire effectivement mon opposition à cette proposition. Je pense qu'il y a bien d'autres propositions que nous pouvons mettre sur la table pour effectivement pallier la difficulté que nous traversons, mais pas celle de remettre en cause notre modèle social, qui est une fierté que d'ailleurs tout le monde nous envie dans le monde entier. Après, on va être honnête, est-ce qu'il y a vraiment une inégalité face aux soins? Tout se joue dans la connaissance du système de santé, dans les services au sein desquels il faut aller, dans les services au sein desquels il ne faut pas aller. Tout est dans notre capacité à payer, en effet, des dépassements d'honoraires. Et moi, je suis désolé. Je veux dire, il y a encore 20, 25 ans, j'étais mal soigné par rapport à la médecine que je peux rencontrer aujourd'hui. C'est ça, malheureusement, le système social aujourd'hui. D'où la nécessité d'investir dans la recherche. D'où la nécessité, en effet, de faire en sorte de rendre ça beaucoup moins important. Et on ne parle pas assez également des déserts médicaux, notamment dans les campagnes, où parfois vous n'avez pas un rendez-vous chez le médecin traitant avant 2-3 mois, où parfois vous ne pouvez même pas prendre un rendez-vous. Et ça, c'est quand même très grave. Et c'est pour ça, puisque Kevin, vous nous disiez que vous alliez reprendre votre carte au Parti socialiste. Non. Le Parti socialiste a fait la proposition de la loi Garot qui lutte justement contre les déserts médicaux, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Très bien, et qui, pour le coup, est une loi importante et intéressante. Je vois que Jean-Baptiste... On en avait parlé, non? Oui, ça on a déjà parlé. C'est une avancée importante. J'ai changé complètement d'avis après m'être renseigné sur la question. Mais sur ce que tu disais au début, c'est une vraie idée à la con, on est d'accord? Parce que, enfin, je vais abîmer un peu la phrase, mais la sécurité sociale, le fondement de la sécurité sociale, c'était contribuer selon ses moyens et retoucher selon ses besoins. Et là, on sort complètement du truc, c'est-à-dire que ceux qui contribuent le plus à la solidarité parce qu'ils gagnent le plus et parce que donc ils payent le plus de charges sociales vont toucher le moins au final. Donc c'est plus de la solidarité, c'est de la charité en fait. Donc c'est complètement en dehors de l'esprit effectivement du Conseil national de la résistance et des créateurs de la sécurité sociale. C'est injuste. Ça va mettre en colère un certain nombre de gens, notamment ceux qui contribuent et touchent moins, pour des bénéfices qui sont plus ou moins aléatoires parce qu'on sait même pas vraiment si ça va faire des vraies économies, parce que déjà ceux qui touchent le plus, parfois j'entends qui n'utilisent pas leur carte vitale et qui sortent pas les cartes vitales à tout bout de champ en général. Quand ils ont les moyens, effectivement ils payent, ils demandent pas forcément toujours le remboursement. En plus c'est déjà le cas. Donc enfin je veux dire on est dans la proposition à la con effectivement les idées. Mais c'est quoi? C'est des ballons d'essai? Oui, c'est des ballons d'essai. C'est des ballons d'essai. Il faut qu'ils trouvent 40 milliards, donc ils lancent des ballons d'essai, et ils voient ce qui va retomber quoi. Mais franchement enfin je veux dire on est à un niveau de débat politique au niveau des idées qui est d'une pauvreté absolument affligeante. Je suis d'accord. Mais sur l'installation des médecins, j'avais discuté ça, l'obligation d'installation, je serais d'accord à partir du moment où on en formera assez. Tant qu'on n'en forme pas suffisamment, de toute façon, c'est un mythe, notamment sur les médecins généralistes. De toute façon, on n'en a pas. Même dans les régions surdotées, on est en sous-effectif. Donc, je veux dire, là-dessus, ça ne fonctionnera pas. De toute façon, ça ne fonctionnera pas tant qu'on n'en formera pas suffisamment. Et au contraire, en obligeant les gens à s'installer, on va les détourner de la médecine générale et ils vont aller sur de la spécialité ou sur de la médecine du travail où il manque aussi beaucoup de monde. Et donc, ils n'iront plus vers la médecine générale et donc on va aggraver la pénurie. Donc ça c'est vraiment un système qui fonctionne pas. Pour avoir discuté avec des professionnels de santé et pas que des médecins, c'est vraiment un système qui marche pas. Ça fait plaisir à tout le monde, mais ça ne fonctionnera pas. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui est rapidement avec ce qui a été dit. Il faut quand même se rendre compte que 77% de l'impôt sur le revenu dans notre pays est payé par 10% des contribuables. Et on leur raconte quoi? Que maintenant ils ne pourront plus bénéficier
de remboursement à la hauteur de ce qu'ils cotisent, enfin de ce qu'ils donnent aux impôts. Donc évidemment, c'est complètement crétin, c'est complètement fou. Et encore une fois, ça produit quoi? C'est les classes moyennes supérieures qui vont encore être lésées, ces gens qui en ont marre de ce pays qui payent beaucoup d'impôts avec des services publics qui ne sont pas à la hauteur. Et vous avez beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de jeunes étudiants, beaucoup de jeunes diplômés qui ne veulent plus rester dans ce pays parce que c'est la taxation absolue, parce qu'on est saigné jusqu'au sang, et qui vont ailleurs. Et on se retrouve en effet avec, on a financé les études des gens qui sont diplômés, etc. Et la France n'en touche pas le bénéfice parce que les gens n'ont plus envie de rester ici. Ils n'ont qu'une envie, de se barrer de ce pays qui nous spolie en permanence. Alors, Mathieu sera peut-être plus mesuré. Non, moi je voulais revenir en fait sur la proposition de mais c'est départ. surtout que ça vienne de la Cour des comptes. En fait, on se dit cette proposition qui en plus vraiment une proposition à la con arrive au pire moment. Ça crée encore un débat stérile qui a pour but d'énerver tout le monde, de détourner les gens de la politique. Il nous a fait le coup il y a un an ou un an et demi. Ils avaient expliqué qu'il fallait diminuer le nombre de vaches aussi. Que la Cour des comptes s'occupe des comptes et qu'elle n'essaye pas d'avoir des idées parce que souvent elles sont assez fumeuses. Jean-Baptiste a résumé ce que j'allais dire. Pardon, excuse-moi. Tu as raison, que la Cour des comptes s'occupe de son cœur de métier et laisse peut-être, a priori, aux représentants du peuple, à savoir les parlementaires, animer le débat et qui, eux, ils restent sur leurs questions techniques, surtout si c'est pour faire ce type de proposition un peu techno et complètement hors sol. Oui, absolument. Mais bon, ça a peu de chances d'aboutir, mais on voit qu'il y a des essais, ça alimente le débat public d'une façon anxiogène, une mauvaise façon, encore, c'est pas... hyper vivante. Oui, puis ça crée un climat, en fait, effectivement, de défiance, et où les gens qui n'en peuvent déjà plus de leur souffrance, qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, etc., entendent des propositions, parce qu'il en reste toujours quelque chose. Donc après, les gens se disent, attendez, donc on va nous faire ça, on va nous faire ça. Donc il faut arrêter avec les idées nazes. Il faut laisser aux parlementaires, d'ailleurs dans la plupart des cas ils le font d'ailleurs, ils font des propositions, il y a un état des lieux qui a été donné, bon maintenant il faut regarder effectivement dans la précision et puis après il faudra faire des choix politiques. C'est tout. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio, on va parler peut-être des prisons, on peut parler aussi de Boualem Sansal qui est toujours incarcéré, le président de la République qui a reçu hier le comité de soutien, c'est un geste important mais je ne sais pas si ça va changer quelque chose. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord. Là aujourd'hui c'était un peu animé sur les différents sujets. Les prisons visées par des attaques, nuit calme et visiblement on ne sait pas qui sont ceux qui ont attaqué la prison de Toulon à l'arme lourde, qui ont incendié des véhicules de personnel pénitencier. On entend des témoignages effarants de ce que vivent les conditions de travail ce matin. J'ai entendu un surveillant qui disait qu'on ne choisit pas ce métier par vocation, que néanmoins lui il aimait ce travail parce qu'ils font tout, ils sont infirmiers, psychologues, matons, enfin il y a un petit peu très dur. Et effectivement ce qui se passe c'est aussi une forme de défiance vis-à-vis de l'État. Peu importe qui c'est, il va falloir vite les retrouver effectivement. Et quand on voit qu'il y a les punir très lourdement. Quand on voit que même il y a un gardien de prison qui s'est fait suivre jusque chez lui et l'incendie a eu lieu en bas de chez lui. Enfin, les voitures, c'était en bas de chez lui, même pas en bas de la prison. C'est-à-dire qu'il a été suivi jusqu'à son domicile. Donc vraiment, il faut intervenir et lourdement. Après, je sais pas, ultra gauche ou narcotrafic, j'en sais rien. Souvent c'est mêlé. On verra. Oui, peut-être c'est mêlé. Mais bon, j'ai du mal à penser que les narcotrafiquants de toute la France s'entendent entre eux pour organiser quelque chose d'aussi concerté, vu qu'ils passent leur temps à se faire la guerre sur le terrain. Mais bon, après, alors que l'ultra gauche, c'est bien ses méthodes et c'est bien les choses qu'elle a l'habitude de faire. Après, on verra bien. L'enquête le dira. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut les condamner lourdement et qu'il faut être solidaire derrière nos gardiens de prison parce que c'est vraiment un boulot qui est vraiment compliqué. Est-ce qu'on se rend compte de la gravité de la chose? C'est une attaque coordonnée contre plusieurs prisons qui ont lieu au même moment. Le but, vous l'avez très bien dit, le but c'est de terroriser, c'est du terrorisme. Et c'est quoi le but? C'est évidemment de terroriser les agents pénitentiaires. Et d'ailleurs, j'aimerais avoir une pensée pour ces 2 agents pénitentiaires qui sont morts lors de la cavale de Mohamed Amra. Et c'est aussi de faire peur à la population. Parce que comment voulez-vous que la population vienne à accepter la construction d'une maison, d'une prison à côté de leur habitation s'il y a
a des risques d'attentats ou s'il y a des risques d'insécurité. Comme cela, on a vu les conséquences, par exemple, sur la population de l'extension des Baumettes à Marseille, où ça a fait polémique parce que les gens ne veulent pas vivre à côté des prisons. Donc là, on a affaire, je ne sais pas si c'est l'extrême gauche, je ne sais pas si c'est les narcotrafics. En effet, c'est une attaque, en tout cas, c'est une attaque en règle contre les principes même de la République, contre l'État français. Et j'ai l'impression qu'on ne réagit pas assez parce que c'est du terrorisme et on va progressivement vers une guerre civile sur notre territoire. Quand vous avez des entités qui s'en prennent ainsi à l'État français, ça s'appelle une guerre civile puisque ces gens-là ne sont pas à l'extérieur, ils sont sur notre sol et ils fomentent en effet des attaques coordonnées contre nos prisons et c'est une honte. Ouais. Mathieu. C'est compliqué de passer après. Après non, mais tout le monde est d'accord pour se rendre compte de la gravité des faits et sur pour le côté intolérable, surtout en plus quand les personnels sont attaqués, y compris. Je dis pas qu'il faut les attaquer dans leur environnement professionnel, mais on franchit un palier. Ça rappelle ce qui s'était passé à Magnanville. Hein. Oui, c'est le stade ultime. Mais lorsque la sphère privée elle-même est attaquée, là, c'est un tabou absolu qui est donc évidemment apporter tout notre soutien au personnel pénitentiaire. C'est des métiers très durs, mal payés, mal considérés, qui sont pourtant essentiels. La deuxième chose, c'est que bon, il y a une enquête qui est en cours, et moi je me garderais de parler d'absence de réaction ou de terrorisme. Je pense qu'il faut. Je fais confiance. Non, mais toutes les pistes sont là. Évidemment, toutes les pistes sont là. Moi, j'aurais tendance à faire confiance aux services de police, à faire confiance aux services d'enquête et les laisser travailler. On peut constater que c'est grave. Non, mais c'est clairement personne n'a dit que c'était pas du terrorisme. Et en plus, quand on discute avec la chancellerie, moi j'avais discuté à l'époque avec Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti, parce qu'on dit toujours faut construire des prisons, mais le problème c'est que effectivement dès qu'on veut construire une prison quelque part, les élus locaux sont pas toujours pour, voire ils sont souvent contre, et bien la population encore moins, surtout quand vous avez ce genre d'affaires en plus. Enfin, construire des prisons c'est bien joli, mais où on les construit, voilà, et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, et la chancellerie c'est à ça qu'elle est confrontée. Je pense que Gérald Darmanin, comme les autres ministres de la Justice, ont ce problème-là aussi. Baptiste, effectivement, je pense que tout le monde condamne, et il faut le faire d'ailleurs avec beaucoup de clarté et beaucoup de fermeté, les attaques concertées, manifestement, qui ont eu lieu. Moi, je voulais effectivement aussi avoir une pensée pour les agents pénitentiaires, qui ont un métier très difficile. Ils sont très peu rémunérés, ils sont très peu considérés. Or, ils ont un rôle vraiment absolument fondamental dans nos établissements de prison. Et donc, je crois qu'il faut vraiment les saluer, et pas seulement quand il y a des drames comme cela, malheureusement. Il faut les soutenir. C'est pour ça aussi qu'il faut revaloriser les moyens. Ça a déjà été fait, hein, en partie, je suis très honnête là-dessus, mais c'est en deçà de ce dont on aurait besoin pour la justice, mais dans un contexte économique et budgétaire contraint néanmoins. Et puis, dernier élément, effectivement, il faut que l'enquête aille vite, qu'on sache vite quelles sont les motivations, même si on peut faire quand même des hypothèses par rapport à ce que tu disais. Mais voilà, donc je crois qu'il faut vraiment beaucoup de fermeté et de clarté, parce que c'est pas seulement nos établissements qui sont attaqués, mais c'est l'état de droit et la République. Et c'est pourquoi il faut être très je suis parfaitement d'accord avec vous. Et c'est une attaque en règle contre l'autorité de l'État et contre ceux qui représentent cette autorité. On s'en prend déjà à nos policiers, quand dans certains quartiers, on affiche les photos des femmes ou des enfants des policiers, quand on affiche les adresses, quand on tourne autour du domicile, en effet, pour effrayer. Personnellement, moi, j'ai déjà vu des élèves refuser de dire que le grand frère ou les parents étaient policiers, puisqu'ils avaient peur qu'on leur casse la figure dans la cour de récréation. Et c'est également le cas pour ces agents pénitentiaires. On s'en prend directement à eux, mais également aux professeurs. Quand vous avez, en effet, le pauvre Samuel Paty en a payé de sa vie. Quand vous avez des gens qui n'ont de cesse de remettre en cause ceux qui font vivre l'État sur le terrain, en s'en prenant à eux personnellement, en les accusant d'islamophobes, en les accusant de tous les noms, c'est bien l'État qui est remis en question. Et là, il y a quelque chose qui a changé quand même, c'est que l'État prend conscience des choses et protège davantage, en effet, ses agents. Donc ça, c'est un bon point. Et je redis, c'est du terrorisme. Le but, c'est de terroriser tous ceux qui incarnent l'État sur le terrain et de faire peur aux politiques qui n'osent même plus bouger. Quand vous voyez ce qui se passe, notamment
notamment en Europe du Nord, aux Pays-Bas ou en Belgique, on s'en prend à des ministres, on s'en prend à une princesse, etc. Le but, c'est de frapper là où c'est fort et c'est de dire en sorte que l'État n'a plus sa place, que maintenant place au narcotrafic et allez-y, dealez, puisque maintenant c'est devenu la règle commune dans certains quartiers. Il me semble que Jean-Baptiste a aussi évoqué un point qui peut paraître plus anecdotique, mais qui est assez intéressant que soulève cette affaire, c'est la question de l'implantation des maisons d'arrêt sur l'ensemble du territoire, avec en fait les deux doctrines qui peuvent paraître contradictoires, mais il va bien falloir trouver une sorte de syncrétisme autour de tout ça, à savoir d'un côté l'implantation des maisons d'arrêt, il faut plus de places de prison, donc il faut les implanter sur le territoire, et de l'autre côté des élus locaux, et on les comprend, qui n'ont pas forcément envie de voir implanter sur leur territoire une maison d'arrêt avec tous les troubles que cela peut occasionner pour la population. J'ajouterais un truc, c'est que surtout un an des municipales. Moi en Creuse, j'avais un certain nombre d'élus qui étaient d'accord pour l'implantation d'une prison, mais on m'a expliqué à la chancellerie à l'époque, il y a 4-5 ans, que on était trop loin des axes de communication, trop loin des villes, qu'il n'y avait pas suffisamment d'hôtels autour, et donc on ne pouvait pas implanter une prison en Creuse parce que c'était justement trop difficile pour les familles de venir visiter les prisonniers. Donc on rajoute cette contrainte-là en plus. Ça veut dire qu'il faut faire forcément les prisons à proximité des grandes villes et pas à la campagne, quoi. Alors que nous, on a le terrain pas cher et nous, ça nous arrangerait parce que ça crée quand même de l'emploi, que ce soit les agents pénitentiaires, tout ce qui est lingerie et tout ça, ça crée de l'emploi sur un territoire comme le nôtre. Et on était plutôt favorables. J'avais des maires qui étaient favorables à ce que ça s'implante chez eux, mais on nous a expliqué qu'on était trop loin des centres urbains et trop loin des voies de communication pour mais c'est le laxisme qui touche aujourd'hui notre État. On prend davantage. J'ai l'impression que dans cette société, on prend davantage soin finalement des détenus que des victimes. Et quand vous voyez le nombre de téléphones portables, je le dis. Et quand je vois quand je vois le nombre de téléphones portables qui sont saisis, vous avez des trafiquants de drogue en effet qui font pression de la prison en faisant appel à des gens qui sont extérieurs. Voilà où on en est aujourd'hui. Et dernière chose, je vais peut-être sombrer dans le populisme. Bon, j'ai l'habitude, je m'en fous complètement. C'est que vous avez quand même récemment dans nos prisons des histoires de tablettes qui sont devenues aux détenus, des séances de théâtre, des séances de cocooning. Mais quand vous êtes une victime, que vous voyez que celui qui a tué votre enfant finalement bénéficie de la sorte, ou quand vous voyez sur TikTok que celui qui a tué votre enfant pavane, c'est une honte. Il y a du laxisme dans nos prisons et ça c'est une honte et les Français ne l'acceptent pas. C'est pas la majorité et les conditions carcérales sont généralement assez mauvaises. La France est condamnée chaque année pour le côté contraire aux droits humains de l'État des prisons françaises. Ne disons pas une prison. On peut pas dire, ne faisons pas croire. Ne faisons pas là pour le coup du populisme. En faisant croire que les prisons sont des hôtels 4 étoiles. Et j'entends les Français qui ont l'impression finalement que les victimes s'effacent par rapport aux détenus qui ont tous les droits. Non, c'est pas bien là ce que vous faites. Ah mais si, c'est tout à fait bien. Non, ne faisons pas croire cela. Je crois que ça a été rappelé. On est condamné chaque année. Il y a une surpopulation carcérale qui est problématique. Je le dis aussi. Et là, moi, on fera aussi peut-être quelques remarques, mais ça doit nous interroger sur l'échelle des peines et sur les gens qu'on envoie en prison quand c'est pour de petites peines dont on sait très bien qu'après ils tombent dans des relations avec les uns et les autres. C'est encore un autre débat. C'est un autre débat, mais c'est quand même le sujet. C'est quand même le sujet. Parce que quand on parle de créer de nouveaux établissements, voilà. C'est fini, mais on pourra revoir ce débat. Mais plus vous mettez de petites peines, moins vous avez de prison en fait. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons